Bilan de cette incursion, 6 personnes ont été tuées. Madame, Messieurs, bienvenue et merci de rester avec nous pour la grande édition du journal. D'abord, la politique. Des réactions continuent à tomber au lendemain de l'annonce du G7 comme étant une force politique de l'opposition au sein de l'UNC par le truchement de Jolino Makelele. Ils se disent prêts à mener ce combat politique ensemble. On va prendre son courage à deux mains et ici nous apprécions le courage pris par les membres de du G7 de quitter ce navire présidentiel qui coule à vive allure et de rejoindre les opposants que nous sommes à travers les idées et surtout une perspective, c'était on ne touche pas à la Constitution, on ne viole pas la Constitution, c'était notre b.a.-ba et nous sommes heureux de voir que nous ne sommes plus seuls, même ceux de la majorité et même ceux qui sont encore dans la majorité, il y en a beaucoup, nous causons entre nous, qui ne sont pas pour faire en sorte que le président Kabila demeure en fonction jusqu'au-delà du 20 décembre. Donc il y a beaucoup qui vont être habités par un problème de conscience, à savoir quand la population, on a vu les exemples en janvier, etc., le peuple ne veut pas. L'alternance, c'est une condition de la paix. Ceux qui veulent pas, je mesure bien mes propos, ceux qui veulent aller au glissement, ceux qui veulent créer les conditions pour que le mandat du président de la République aille au-delà du 20 décembre sont les véritables amis de la balkanisation du Congo. Parce qu'ils vont créer les conditions telles que les ennemis puissent profiter de ce qui pourrait arriver et d'épaisser les Congos éventuellement. Donc nous ne pensons même pas. Donc pour revenir à ce G7, nous sommes heureux. Le reste, nous verrons chacune de ces composantes, comment elle va se comporter par rapport aux différents aspects, problèmes qui sont débattus au niveau de la nation. Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, il est invité de Magic Wawina dans Le Point qui sera diffusé tout à l'heure à 20h30 sur nos antennes. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, le calme est revenu ce soir après l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo suite à la psychose dans la nuit du lundi à mardi qui s'est observée dans les villages de Matombo, dans le territoire des Béni. Nous sommes dans le Nord Kivu pour cause une incursion de Zadef Nalou ayant causé la mort de 6 personnes. C'est autour de ces eaux locales que les combattants ont surgi dans cette localité. Dans leur opération, ils se sont introduits dans plusieurs maisons pour y piller des biens de valeur. Au cours de cette incursion, 6 personnes ont trouvé la mort dans les camps des civils. Témoignage. Ma femme est allée dans sa destination et moi j'ai manqué où aller. J'ai pris l'initiative d'aller me cacher à la cuisine. Je suis entré sous un petit lit qui est là. Je me suis couvert d'un pneu, un bidon d'huile. Ils sont entrés et ont commencé à mettre du feu sur la maison. L'un d'entre eux est entré dans cette cuisine pour me chercher. Il avait sa torche, il m'a cherché avec sa torche 2 fois de suite. Il ne m'a pas vu et c'est ainsi que j'ai été sauvé. Jusque-là, les forces armées de la République démocratique du Congo ne se sont pas encore prononcées officiellement. Et ce mardi, dans plusieurs agglomérations serpentant le chef-lieu du territoire des Béni, les activités sont restées paralysées. Des pleurs n'ont pas été dit restes. On rappelle, ces combattants avaient commencé par tendre une embuscade à un minibus. Erika Smouissi, Béni, Buan. Et pour en découdre définitivement avec ces forces négatives qui continuent à s'aimer la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo, il faudra compter sur l'armée loyaliste. La société civile appelle la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo en vue du maintien à tout prix de la paix et la stabilité en dépit des massacres et de certains crimes enregistrés ces derniers jours dans le Nord Kivu. Le président de la société civile de cette partie du pays s'est exprimé face à la presse de la province du Nord Kivu ce mardi. La première chose, c'est de présenter les condoléances les plus attristées à toutes les familles qui sont victimes de cette barbarie humaine à Béni. Mais aussi féliciter les efforts qui sont fournis, qui sont consentis par les services de sécurité, dont l'armée, la police et les autres services,
vous êtes informé qu'en dépit de toute la recrudescence de l'insécurité, il y a quand même quelque chose qui s'est fait, puisque n'eût été la présence des FARDC hier à Oicha, le carnage serait beaucoup plus grand que les 9 personnes tuées. Vous êtes aussi informé qu'à Goma, les services de sécurité ont mis la main sur les ennemis de la paix en provenance du Rwanda. Vous êtes aussi informé de ce bandit qui a été abattu sur le lac quand il s'est attaqué aux pêcheurs sur le lac Kivu, toujours en provenance du Rwanda. Et donc nous devons d'abord féliciter les patrouilleurs aussi qui ont mis la main sur ces assaillants. N'eût été l'expérience avérée des assaillants qui venaient du Rwanda, ils se sont jetés dans le lac, sinon ils auraient été attrapés par les services. Troisième chose, c'est de solliciter aux autorités de réactiver les batteries, puisque le système qui s'installe au Nord Kivu, c'est au fait un terrorisme qui ne dit pas son nom. Et cette situation sécuritaire dans la partie est du pays nécessite justement un processus de stabilisation à l'instar de celui amorcé depuis 2014 par le Fonds social. Ce projet a enregistré tout de même quelques réalisations dans certains sites ciblés. Le coordonnateur de cette agence d'exécution a démontré que 84% des ressources de ce projet sont encore disponibles. Elles seront utilisées de manière transparente durant la phase de mise en œuvre qui s'étendra jusqu'en 2018. À la fin du projet, il faut faire des évaluations. Passer en revue les déroulements ainsi que les réalisations du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC STEP, ainsi que celui des violences sexuelles basées sur le genre et la santé des femmes dans les Grands Lacs, financé par la Banque mondiale. C'est à cet exercice que s'est adonné ce mardi le Fonds social de la République qui exécute ces projets. Pour le projet STEP, qui consiste entre autres à l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'une partie de la province orientale, le Fonds social note quelques réalisations, car à ce jour, 84% des ressources sont encore disponibles pour la deuxième phase de mise en œuvre. Cette phase a été clôturée le jour de la mise en vigueur. Nous avons pu réaliser 42 sous-projets à travers le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et dans la ville de Goma. Après la mise en vigueur, les activités sont maintenant en train de se mettre en place. Et donc, 84% de ressources sont encore disponibles. Cette phase s'appelle la phase de mise en œuvre, en réalité. Nous avons commencé par finaliser la mise en place des dispositifs institutionnels et de préalables majeurs pour la mise en œuvre efficace du projet. En ce qui concerne le projet sur les violences sexuelles, dont l'exécution devrait débuter en 2015, beaucoup reste encore à faire. Le FSR s'explique qu'il devrait d'abord contractualiser avec les partenaires de mise en œuvre. Ce projet dispose encore de 94% des ressources. Sur les 16 462 533, on a pu décaisser à date 7% de ce financement. 1 162 771. Nos objectifs n'ont pas été rencontrés parce qu'on a connu un retard. Il y a de va-et-vient dans la contractualisation avec ces ONG cadres qui seront en charge de la prise en charge holistique de victimes et des aspects juridiques. Et donc, tant qu'on n'a pas contractualisé, il est difficile de commencer les activités. Au cours de cet échange, le coordonnateur du FSR annonce qu'un financement additionnel sera bientôt disponible pour le projet STEP qui permettra de couvrir des nouvelles autres provinces, dont celles de la Chopo et du Tanganyika.
Autre financement de la Banque mondiale, c'est cette étude sur la réforme du sous-secteur routier. Un atelier de restitution de ces travaux a été organisé ce mardi. Le ministre du Plan, le ministre des Finances, celui du Développement rural et celui des Travaux publics ont été conviés à cet atelier qui durera 9 jours. L'objectif est bien entendu d'améliorer la gouvernance et les investissements dans le secteur routier. L'objectif de cet atelier est d'apporter une réforme au sous-secteur routier en se basant sur les faiblesses du secteur, sa force et les opportunités qu'il présente. Un consultant a été recruté par la Banque mondiale pour ses travaux en la personne de M. Jean-Paul Libelele. Dans son mot d'ouverture, le ministre des tutelles Fridolin Kassuechi, encadré de ses collègues du plan, du développement rural et de l'agriculture, a motivé l'utilité de réformer le sous-secteur routier. Devant le diagnostic interpellateur que nous établissons nous-mêmes objectivement du sous-secteur routier de la RDC, point n'est besoin de démontrer que notre sous-secteur a vraiment besoin d'une réforme qui nous appartient de définir de manière participative en prenant une part active à l'atelier qui démarre ces jours. Au vu de l'importance des investissements consentis dans la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes, il s'avère opportun de les considérer le concept d'investissement qui doit privilégier les projets intégrateurs. En effet, les infrastructures de base sont une condition nécessaire mais non suffisante pour améliorer les capacités productives et donc créer la croissance économique inclusive et la richesse, pour ne pas dire réduire la pauvreté. Premier rapport du consultant en prenant la parole, si l'on cherche à reformer ce secteur, c'est pour y apporter des améliorations. Ensemble avec l'assistance, il pose ensuite le diagnostic du sous-secteur routier. Au sujet du financement des travaux qui reste l'un des problèmes majeurs du secteur, l'assistance a proposé de maintenir les financements traditionnels, les partenariats publics-privés et aussi d'initier des emprunts obligataires. Il a été retenu qu'il faille aussi améliorer les capacités d'absorption des agences routières. L'étape d'échange a été initiée avec le but d'aboutir au consensus qui devra faire naître les résolutions qui seront lues à l'intention de l'assistance le mercredi 14 octobre, jour de clôture de cet atelier. La réussite de la réforme de l'administration publique passe inéluctablement par l'implication de tous les agents concernés pour se faire. Une campagne de vulgarisation de la vision, de la politique ainsi que de la stratégie des réformes pour la modernisation de l'administration publique a été lancée. Ce séminaire entend pallier le déficit communicationnel qui constitue l'épée des Damoclès pour la réussite de ce processus de redynamisation de cet appareil étatique. C'est une matière qui nécessite beaucoup d'explications et de compréhension pour sa bonne appropriation par les fonctionnaires, principaux acteurs visés dans les réformes en cours pour la redynamisation et la modernisation de l'administration publique congolaise. Face au déficit communicationnel et en manque de sensibilisation efficace sur ces réformes, cette campagne de vulgarisation de la vision du gouvernement sur ces réformes se veut un remède efficace pour la réussite de ce processus. Il est évident que sans la participation de tous les acteurs clés, notamment les agents et fonctionnaires eux-mêmes, acteurs et bénéficiaires, piliers de la réforme, les institutions tant nationales que provinciales, les partenaires sociaux, dont principalement la société civile et les syndicats, ainsi que les partenaires techniques et financiers, nous ne saurons de par nous-mêmes surmonter les défis énormes auxquels fait encore face notre administration. Ce haut fonctionnaire compte lui baser sa démarche sur une communication pédagogique afin de pallier les contraintes auxquelles fait face son administration. Nous espérons ainsi communiquer pour pouvoir nous mobiliser tous comme un seul homme pour transformer notre administration qualifiée jusque-là d'inefficace, transformer notre administration, disais-je, et en faire un véritable instrument au service de l'émergence et du développement de notre pays. En faire une véritable colonne vertébrale, un véritable moteur de l'appareil étatique.
La RDC, en voie de l'émergence d'ici à l'horizon 2030, envisage doter son administration d'un nouveau type de fonctionnaire. Il faudra mettre à profit les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la formation des enseignants en République démocratique du Congo. C'est l'objectif fixé par le CERNAFOR avec l'appui de l'UNESCO en vue d'améliorer la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo, ce qui justifie même la présentation ce mardi du projet Fonds en dépôt de Chine UNESCO, CEFIT, ceci en vue de renforcer les capacités des enseignants congolais par une formation continue. Le système scolaire congolais accuse de nombreuses lacunes. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'avère incontournable pour combler ce déficit. Et c'est donc dans ce cadre que les enseignants vont bénéficier d'une formation sur l'utilisation de ces outils à travers le projet Fonds en dépôt de Chine UNESCO CEFIT, initiative du CERNAFOR. Au projet qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC, ce dans le but de réaliser les objectifs de l'EPT et des EDD. L'éducation, quand on analyse les axes prioritaires qui sont ciblés, la qualité occupe une place de choix. Je disais encore hier à l'occasion d'une autre activité que les nations qui se sont élevées se sont basées sur l'éducation. Mais ce n'est pas une éducation qui porte juste le concept, c'est une éducation qui fait que dans la stratégie, dans l'opérationnalisation, on voit réellement quelle est la qualité qu'il faut donner aux enfants quinois qui sont des bénéficiaires. Mais cette formation passe par les enseignants. Et ces enseignants doivent être eux-mêmes des références en termes de connaissances. Une formation qui devra à coup sûr rendre plus productif et compétitif le corps enseignant de la RDC. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des outils informatiques par la société technologique Huawei. Pour ceux qui sont au niveau provincial, Et puis, on va parler de cette réunion du comité directeur extraordinaire de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA, tenue du 7 au 9 octobre dernier dans la ville portuaire de Port-Gentil au Gabon. La rencontre a été présidée par le président en exercice de l'UCCA et en même temps directeur général de l'OGFREM, Anatole Kikwa, a rappelé aux participants les sens du devoir. Il a également profité de cette occasion pour faire le bilan de son mandat à mi-parcours. La ville portuaire de Port-Gentil au Gabon a abrité du 7 au 9 octobre dernier la réunion du comité directeur extraordinaire de l'Union des conseils de chargeurs africains. Plusieurs matières étaient inscrites lors des débats, notamment la mission de lobbying auprès de la BAD et le renforcement des capacités en ressources humaines, aussi la mise en place de la task force. Président en exercice de l'UCCA, Anatole Kikwa, DG de l'OGFREM, a rappelé aux participants le sens du devoir. Au vu du bilan, que je dirais positif, non exotique que nous venons de vous présenter, nous pouvons dire sans crainte d'être contredits qu'on doit affirmer plusieurs personnalités dans le monde économique, maritime donc, et politique, et l'ICCA est l'organe spécialisé de l'OMAOC qui se porte le mieux à l'heure aujourd'hui. À la veille de la passation de pouvoir entre votre serviteur et le Ghana Shippers Authority, notre souci majeur est que ces flambeaux de l'ICCA ne puissent s'éteindre. Nous appelons donc au sens des responsabilités de tous les participants en vue d'aborder avec sérénité les points inscrits à l'ordre du jour pour l'avancement de l'Union des conseils de chargeurs dans le but d'atteindre les objectifs assignés à ces dernières par nos États. Pour assurer l'augmentation de la charge liée au personnel, il a été décidé de la révision du budget 2016 pour faire face surtout aux dépenses de fonctionnement et d'investissement. Le sport, d'abord avec le football épesquine. 2 matchs ont été joués cet après-midi au stade Tata Raphaël de la Kétule. Le premier duel s'est soldé par un score nul de 0 but entre Okinawa et Santos, alors qu'en deuxième rencontre, le FC Renaissance a eu raison sur le FC Nzakimwena par 3 buts à 0. Et puis, cette bonne nouvelle pour les léopards nationaux qui sont désormais
qualifiés pour la phase finale du championnat national d'Afrique que va abriter la République du Rwanda au mois de janvier prochain. Le match des éliminatoires de ce championnat qui devrait opposer la RDC à la RCA ce dimanche ici à Kinshasa en match aller n'aura plus lieu. Le Centre d'Afrique a déclaré forfait. C'est qui qualifie la RDC qui ne jouera non plus le match retour. Parmi les sports de combat qui ont pris part aux 11e Jeux africains de Brazzaville, il y avait aussi le boxe de Pharaon, qui est un art martial pratiqué en Égypte antique par les notables. Pour ceux qui aiment le sport de combat, découvrez la boxe de Pharaon, une discipline sportive d'origine africaine. Ceci n'est pas un rite, mais plutôt un sport des combats pratiqué par les notables en Égypte antique, appelé boxe et pharaon. Découverte par Jean Samba, originaire de la République du Congo, la boxe des pharaons dite rénovée utilise plusieurs langues africaines dans la nomination des mouvements exécutés. Dans les sports de combat d'origine asiatique, on appelle dojo le cadre où l'art martial est enseigné, et en boxe des pharaons, on appelle sakara, mot d'origine égyptienne. Le combat en boxe des pharaons, c'est un combat continu. On laisse le temps aux combattants de marquer autant de points de jambes comme de pieds. Et quand un des combattants n'arrive pas à se protéger pendant 1, 2, 3, 4 attaques, on arrête. On arrête pour intervenir. Soit il est incapable ou bien pour le mettre en sécurité. Tout comme le karaté, les taekwondo, le judo, la boxe des pharaons a des vertus qui font d'elle une discipline sportive qui apprend aux pratiquants le contrôle, la maîtrise de soi et la défense individuelle. Et puis, ce devoir de mémoire avant de nous quitter en musique. 26 années se sont écoulées depuis que Luambo Makiadi a quitté la terre de ses ancêtres. Et puis, Luambo Makiadi, qui était peintre de la société congolaise, auteur, compositeur des chansons à succès avec plusieurs pamphlets sur la vie politique nationale et aujourd'hui immortel. Hier, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire. Ce géant de la musique congolaise, dont un monument en forme de statue a été érigé sur la place des artistes au rond-point Victoire, dont la commune de Kalamo vivra à jamais dans la société congolaise. C'est par un office religieux que la journée de commémoration des 26 ans de décès de Franco Luambo Makiadi a débuté. Politique, artistes, toutes disciplines confondues, famille mélomane était présent. Quittant la paroisse Saint-Joseph, l'Assemblée, sous la conduite du Premier ministre, s'est ensuite dirigée sur la place des artistes, en plein cœur de Victoire, où a été dévoilé le monument de Luambo Makiadi, une œuvre de l'artiste sculpteur Maître Yolo. Le monument valait bien la peine. Franco a été un grand ambassadeur de la musique congolaise. Il a été pionnier. Il n'est que normal que le gouvernement de la République lui rende hommage. Moi je suis sincèrement très émue parce que d'abord la sculpture est très belle, c'est comme si Franco était là, mais c'est le témoignage de la créativité, de la vitalité créative de ce pays. Il était un grand artiste dans notre pays, tout le monde a chanté ses chansons, il a laissé beaucoup d'œuvres et je pense qu'il fallait aujourd'hui l'honorer de la sorte. Nous sommes très contents de voir aujourd'hui être honoré notre papa Franco, le défunt Franco Luambo Makiadi. À l'instar de Franco, d'autres artistes également méritent le même hommage. Beaucoup de disciplines dans la culture congolaise, dans le domaine des arts, je veux dire. C'est la musique aujourd'hui. Pourquoi pas demain voir un monument à Chitengesana? Pourquoi pas un monument à Mikanza Mobiem? C'est un début et que dans les années à venir, on viendra assister au dévoilement de pistes des autres artistes musiciens, des autres grands maîtres. Qu'on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres artistes comme Taboulay et Méné aussi qui étaient des grands artistes qu'on devait aussi honorer de la sorte. L'homme de 77 ans. L'homme était grand, sa musique de taille. Par ce monument, justice a donc été faite à Luambo Makiadi. L'artiste ne meurt pas, il vit donc à travers ses œuvres. Merci de votre fidélité à nos éditions. Je vous retrouve demain à la même heure sur BIOAN.